Bonjour à tous. Je me présente, Nadia Orobello, directrice Relations avec les membres et partenariats, Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire d'experts présenté par CGI, intitulé Protection des renseignements personnels de la loi 25 à l'humain. Le webinaire d'aujourd'hui sera l'occasion de découvrir comment conformer aux règles encadrant l'utilisation des données et comment développer une culture d'entreprise favorisant la protection des renseignements personnels. Nous vous invitons à poser vos questions dans l'onglet Q&A tout au long du webinaire, puisqu'une période de questions suivra la discussion. Sans plus tarder, je présente vos conférenciers. Monsieur Régent Réaume, directeur Conseil expert, Gouvernance, Risque, Conformité et Protection de la donnée, CGI. Bonjour. Madame Lucie Tremblay, vice-présidente Conseil experte Gestion du changement, CGI. Bonjour. Et à l'animation, Marie-Claude Gay, directrice service conseil en management et responsable de la pratique valeurs clients et citoyens et excellence opérationnelle CGI. C'est à vous, Marie-Claude. Merci beaucoup. Merci, Nadia. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour cette discussion. Donc, afin de favoriser les échanges, vous allez voir que nous n'aurons pas de présentation. Merci de mettre, comme Nadia l'a indiqué, vos questions dans le Q&A pour favoriser donc ce partage d'expériences et d'informations. Donc, pour débuter, j'aimerais qu'on se reporte en septembre 2021. Donc, il y a un peu plus d'un an, le gouvernement du Québec adoptait la loi 25. Donc, c'est une loi qui modernise la protection des renseignements personnels. Comment? En favorisant l'utilisation de nos données. Alors, c'est une loi qui veut nous protéger davantage, notamment face aux défis qui sont posés par les avancées technologiques. Donc, ça veut dire que chaque entreprise québécoise a jusqu'en septembre 2024. Donc, c'est dans quelques années pour s'y conformer, mais ça arrive quand même assez vite. Alors, vous en êtes où, vous, dans cette préparation? Et est-ce que vous savez, avez-vous en tête qu'une saine gestion des données personnelles, ça implique également donc de la gestion du changement? Alors, d'entrée de jeu, Régent, est-ce que vous pouvez nous donner un peu un bref rappel là, de l'impact de la loi 25 sur les entreprises privées, publiques et gouvernement du Québec? Oui, mais je vous rappelle que la loi 25, ça modifie ce que j'appelle une macédoine de lois existantes. Il y en a à peu près une vingtaine dans divers secteurs, publics, privés, santé, etc. Et cette loi-là est alignée sur le RGPD européen, le Règlement général de la protection des données que vous avez sûrement entendu parler, ou encore l'acronyme en anglais GDPR. Et sauf qu'elle est beaucoup plus prescriptive que le RGPD. Donc, il y a de nouveaux droits individuels, le droit à l'oubli, à la portabilité des données, le droit d'être informé qu'une décision automatisée est là et qu'on peut s'y opposer, le droit d'obtenir des renseignements sur le traitement des données et surtout le consentement explicite. Et pour l'entreprise, ça signifie quoi? Ça signifie une nouvelle gouvernance des données, ça signifie aussi un signalement des incidents impliquant des renseignements personnels, le privacy by design, donc la vie privée par défaut dans tout développement qu'on a dans l'entreprise, et aussi des nouvelles évaluations de risque, ce qu'on appelle les évaluations de facteurs à la vie privée, donc les EVP. Et il y a aussi des nouvelles exigences pour les données de recherche, un nouveau régime de pénalité. Manquez, je mets ça à la fin là, parce que c'est pas nécessairement la chose la plus importante qu'il faut faire dans cette loi-là. Donc, la loi va être appliquée progressivement sur une période de 3 ans, dont la première partie est entrée en vigueur il y a quelques semaines. La deuxième partie, qui est la plus importante, va être en septembre de l'année prochaine. Il reste une petite chose, le droit à la portabilité qui est en 2024. Et pourquoi que c'est si loin que ça? C'est à cause qu'au niveau technique, c'est plus compliqué à implanter que l'ensemble des autres mesures. OK, parfait. Donc, et en parallèle de tout ça, il faut aussi réfléchir à une stratégie de gestion du changement. Et Lucie, pourquoi c'est important d'y réfléchir maintenant, puis d'y réfléchir aussi en parallèle? En fait, dans gestion du changement, il y a le terme gestion, n'est-ce pas? Donc, gestion, ça veut dire qu'on se préoccupe des personnes dans notre organisation. Il y a quelque chose à gérer. Et les changements qui seront à gérer, Régent vous en a donné une idée juste avant, donc il y en a plusieurs. Alors, la stratégie de gestion de changement, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient s'assurer qu'on identifie quels seront nos défis, nos enjeux, nos risques, qui sera responsable dans vos équipes de gestion pour s'assurer que les changements à apporter, on s'en occupe
on structure les étapes pour y arriver et on tient compte tout du long des personnes dans notre organisation parce qu'on veut bien identifier les impacts que ça va avoir sur chaque personne afin qu'elle puisse comprendre puis mettre en application ce qu'elle devra changer dans son quotidien pour s'assurer qu'on est conforme aux exigences réglementaires. On a une première question, Régent et Lucie, dans le Q&A. Alors, qu'est-ce qu'on entend là, par données sensibles? Est-ce que vous avez des exemples à nous partager? Oui, je peux en parler. La définition provient directement de la Commission d'accès à l'information et c'est facile à trouver sur le web. Il y a 2 catégories de renseignements personnels. Un, le renseignement personnel lui-même, qui est, exemple, le numéro d'assurance sociale, l'adresse reliée avec le nom, ce genre de choses-là. Et c'est beaucoup plus étendu que vous devez vous imaginer. Et l'autre définition, c'est le renseignement de type sensible. Ça veut dire quoi? Tout ce qui a trait à la personne elle-même, intrinsèquement, qu'elle ne peut pas changer, la biométrie, les empreintes, ce genre de choses-là, des dossiers de santé, c'est des données sensibles qui doivent avoir une protection encore plus forte que les renseignements personnels. Donc, les entreprises doivent faire une bonne gestion de ces données-là qui sont quand même abondantes. Hein. Ça arrive souvent qu'on nous demande ce type d'informations-là pour obtenir un service et ou s'abonner. Donc, 1 an plus tard, après le dépôt de la loi, où on en est rendu avec les entreprises selon vous, Régent? Bien, permettez-moi de simplifier. Il existe, ce que j'ai vu à mon expérience, 3 sortes d'entreprises face à la loi. Premièrement, il y a l'entreprise qui est assez grosse pour avoir un bon service de sécurité, un département légal, etc., bien organisé au niveau de sa gouvernance. Bien, généralement, cette entreprise-là a déjà entrepris des travaux de préparation et elle va atteindre probablement bien les objectifs de date. Mais, et c'est un gros mais, elle est très souvent désorganisée. Les différents départements agissent en silo. Le travail est compliqué, il est à hauteur des défis de cette organisation-là. Puis elle a aussi besoin de beaucoup de gestion de projet et surtout de faire progresser tout ça dans un contexte politique interne intense. Et ça, je crois que vous savez ce que je parle. Et elle a de la difficulté à mobiliser ces gens à l'intérieur. Donc, c'est un gros paquebot à bouger. Ça, c'est la première. La deuxième entreprise est consciente des défis, mais elle manque de bras, elle manque d'expérience pour mener à bien tous les travaux qu'il faudrait faire. Généralement, ce genre d'entreprises-là vont faire appel à des firmes comme la nôtre, à tout le moins, pour faire leur cartographie, pour établir une liste des travaux effectués, etc. Parfois, ils vont le faire seuls, mais le plus souvent, ils vont le faire aussi avec une firme au point de vue des travaux à faire. Et bien souvent, elles vont en profiter, et c'est important, pour améliorer sa posture globale de sécurité pour protéger aussi ses autres biens, tant qu'à y être. Et enfin, il y a la troisième entreprise. Excusez-moi, les gens, tant qu'à y être, une posture, c'est quoi? Une posture de sécurité. Il y a peut-être certaines organisations qui pourraient se poser cette question-là. Une posture de sécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on établit généralement, avec des standards internationaux, comment que l'entreprise a des contrôles en place pour assurer sa sécurité. Et on fait le résumé de tout ça, on a une posture de sécurité. On est bon en gestion des identités, des accès, on est moins bon en chiffrement, ce genre de choses-là. Ça permet de cibler les investissements à faire dans les départements qui vont avoir le plus gros risque pour l'entreprise. Donc, ça, c'est une posture de sécurité. Et avant de se lancer dans le deuxième modèle, on a une autre question dans le Q&A. On est en discussion, alors on interrompt. Souvent, le courriel, là, c'est une grande porte d'entrée. Donc, comment on fait pour protéger l'entreprise et la personne des informations qui peuvent être transmises par courriel? Je vais être très de base. Est-ce qu'il y a une directive de gestion des renseignements personnels à l'intérieur de l'entreprise? Est-ce qu'il y a une politique d'utilisation des courriels? Est-ce que l'ensemble des actifs ont été identifiés comme étant, cet actif-là, cette information-là, elle est sensible, elle contient des renseignements personnels, donc elle est identifiée comme telle. Donc, si je la vois, moi, devant mon courriel, je ne pourrais pas l'envoyer dans le courriel. Donc, il va falloir trouver un moyen pour chiffrer le courriel ou chiffrer l'information ou utiliser un autre média pour envoyer l'information. Donc, c'est beaucoup plus large, comme vous voyez, là, que strictement de dire qu'est-ce que je fais avec ce courriel-là? Il y a plein de choses à faire avant et qui fait partie de la posture de sécurité. J'ai envie d'ajouter, Marie-Claude, peut-être sur l'aspect humain de la chose par rapport au courriel, justement. Écoutez, dans une organisation qui veut s'assurer que tout le monde fait la bonne chose ou évite de commettre ce genre d'incident
qui est souvent pas volontaire. Il faut mettre en place ce qu'on appelle un programme de sensibilisation en sécurité de l'information, dont fait partie justement dont font partie les données personnelles. Donc, il faut que vous sachiez qu'il existe des programmes de formation pour les employés, pour les sensibiliser à faire attention, ne serait-ce qu'à l'hameçonnage. Vous savez, on en parle beaucoup dans notre vie personnelle aussi. Donc, la partie comment faire pour qu'un employé ne fasse pas une erreur avec un courriel, il y a toute une base de sensibilisation. Sensibilisation veut dire formation, aide-mémoire, rappel visuel pour vraiment que vos employés soient alertes et se posent la question avant de faire quelque chose, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que quand j'accède à cette information-là, je fais la bonne chose avec? Et si je ne sais pas, l'autre point dont je parlais tantôt, qui dans l'organisation va pouvoir répondre à ces questions? C'est ça qui est organisé du côté humain, entre autres. Parce que l'humain est souvent, malheureusement, l'une des premières causes à une fuite de données ou à une mauvaise gouvernance de données. Merci, Lucie. Régent, tout à l'heure, vous nous parliez de 3 portraits types d'organisations. Donc, vous avez parlé des organisations qui sont quand même assez importantes, donc qui ont déjà un système en place. L'entreprise qui est confiante des défis, mais qui manque un peu de bras et d'expérience pour s'y engager. Il y a un 3e portrait type d'entreprise également que vous catégorisez dans cette enveloppe-là. Bien, c'est l'entreprise qui ne voit rien, qui ne voit pas l'ampleur des travaux effectués. Ou qui ne veut pas le voir, peut-être. Ou qui ne veut pas le voir aussi. Donc, elle n'a entrepris aucun travaux. Elle pense pouvoir le faire sans douleur, passer à travers de la loi sans se faire prendre. La peur des pénalités, c'est rien que ça. Et les coûts reliés à la loi 25 sont considérés comme une dépense et non pas comme un investissement dans les derniers 1000. Et ça, il faut toujours se souvenir de ça. Quand on fait une dépense en sécurité, il faut s'assurer que c'est un investissement et non pas une dépense. Et cette entreprise-là, finalement, ben, elle va se dépêcher à la fin de tout faire, mais elle va vite. Donc, ça va être tout croche. Et on croit généralement que le degré d'avancement, c'est proportionnel à la grosseur de l'entreprise. Non, c'est proportionnel à la volonté de la direction. Donc, on rejoint encore l'humain là-dessus. Et au désir de la direction de profiter de la loi pour faire des investissements, j'en parle encore, et c'est inversement proportionnel à la grosseur, généralement. Parce qu'on parle justement dans le Q&A, on parle de grosses et moyennes entreprises. On n'a pas mentionné les petites entreprises. Peut-être que dans la 2e catégorie, tout à l'heure, Régent, quand vous parliez des entreprises qui n'avaient pas les moyens en place, voilà. C'est ça, c'est exactement là. Qu'est-ce que ces organisations-là peuvent faire, justement? Bien, premièrement, se rendre consciente, doit être consciente l'entreprise qu'il existe quelque chose, qu'il faut faire quelque chose. Les premières choses à faire, même avant d'appeler des firmes comme la nôtre, là, c'est qu'est-ce qu'on a comme environnement, qu'est-ce qu'on a comme renseignement, comment qu'on les traite, etc. Donc, essayer de faire leur propre cartographie. C'est pas évident là, à faire, mais ils peuvent commencer à faire ça déjà. Et après ça, lorsqu'ils ont besoin d'aide, ils vont avoir identifié, j'ai besoin d'aide dans ce domaine-là, dans ce domaine-là, dans ce domaine-là, et c'est là qu'on va pouvoir être utile. Parce que ce genre de travail-là doit être fait par les gens de l'entreprise pour qu'ils puissent le ressentir dans ce qu'on appelle dans leur trip, là, c'est ces oiseaux qu'ils font, plutôt que de le faire au complet par une firme, qui vont prendre le rapport, qui vont le mettre sur une tablette, ça sert à rien. Parce que là, ça va être une dépense, ça ne sera pas un investissement. Absolument. Une question très intéressante, Lucie, qui vous touche tout particulièrement ici avec votre expérience et Régent également. Pourquoi les entreprises sont souvent prises au dépourvu là, quand une loi arrive sur le marché? Veux-tu commencer, Lucie? Je voulais peut-être compléter avec ce que Régent disait, mais ce que je veux dire, pourquoi les entreprises seraient prises au dépourvu? En fait, parce que la raison la plus fondamentale, c'est qu'on s'occupe de nos opérations, on s'occupe de nos clients, on s'occupe des citoyens, on s'occupe de notre business, comme on dit, mais il faut quand même, dans une organisation, s'assurer qu'il y a un responsable quelque part de faire une veille sur justement qu'est-ce qui se passe au niveau des lois qui vous concernent comme entreprise pour, quand il sort quelque chose comme ça, pouvoir le gérer et l'amener dans l'organisation correctement. Et vous savez, quand Régent disait, peut-être qu'au départ, vous ne faites pas tout de suite appel à une firme, ce que j'ai envie de vous dire, quand même, il existe beaucoup sur le web, beaucoup d'informations à votre portée qui est gratuite et qui vous guide dans vos premières étapes. Déjà, le fait que vous êtes inscrit ce matin, vous avez une curiosité, vous vous posez la question, vous êtes déjà sensibilisé à « mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça? » Bien, ce que j'ai envie de vous dire, allez voir un peu sur le site du gouvernement du Québec,
Québec, sur aussi, j'ai vu à Montréal, il y a un site pour les startups, un aide-mémoire sur la loi 25 pour les startups. Écoutez, allez chercher ça, c'est gratuit, ça vous donne le départ. Puis ça vous aide à vous poser les bonnes questions. Puis après ça, vous êtes mieux équipé pour venir cogner à la porte d'une firme ou d'experts qui vont venir vous préciser ce qui manque dans ce que vous avez préparé ou ce qui est urgent de faire chez vous selon votre contexte et votre cartographie dont parlait Régent. Et de mon côté, vous connaissez sûrement l'acronyme GRC, là, pas la police, l'autre chose. GRC qui signifie gouvernance, risque et conformité. Bien, les gens oublient qu'il existe un G et un R dans GRC. Ils pensent juste à la conformité. Alors, nonobstant la loi, là, la réglementation auquel il faut se conformer, là, si l'entreprise n'a pas une hygiène de sécurité de base, une posture là, de base, là, ben, tout espoir pour se conformer va être réduit parce que cette entreprise-là, elle n'aura pas les fondations nécessaires pour affronter la tempête qui va arriver en pleine face. Puis les dirigeants ont toujours l'impression que ça coûte trop cher et qu'il faut tout le temps tout recommencer. Bien, sur ces derniers points-là, ils ont raison, mais pas pour les causes auxquelles ils pensent. C'est pour quelle raison à ce moment-là, Régent? Parce que ça peut venir nous rattraper. Oui, effectivement. Bien, ça coûte trop cher, puis ça prend tout le temps. Il faut toujours tout recommencer parce qu'on n'a pas la fondation. Imaginez, vous construisez une maison, mais que la fondation, que le footing n'est pas bien fait, là, bien, vous allez pédaler avec les maisons, on va devenir tout croche, elle va s'enfoncer, il va y avoir des fissures, il va falloir tout recommencer, etc. C'est la même chose avec la sécurité. Alors moi, si je suis propriétaire ou PDG d'une entreprise, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, une organisation, je n'ai pas encore débuté le processus. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Par quelle bouchée je dois commencer à manger mon éléphant? Puis surtout, est-ce qu'il est trop tard pour moi de commencer? Il n'est jamais trop tard pour commencer, même si on a dépassé la date limite de la loi. Il n'est jamais trop tard. Bien, la première chose à faire, c'est de se convaincre soi-même du bien fondé de cet événement-là. Il faut se poser la question aussi. Tel ou tel renseignement que j'ai avec moi, j'en ai-tu vraiment besoin? Il y a un livre, pas là-dessus, là, mais sur d'autres choses. Là. Bon, parce que moi, je dis toujours, c'est pas mal plus facile de protéger quelque chose qu'on n'a pas. C'est pas mal plus facile. La deuxième chose à faire, c'est de s'assurer que son comité de direction, son CA, etc., sont en accord avec les principes de la démarche. La volonté, là, elle vient d'en haut, elle ne vient pas d'en bas. Il faut que ça vienne d'en haut, il faut que ça soit soutenu en haut, il faut que ça soit propagé par le haut. La troisième chose à faire, c'est d'effectuer un inventaire des ressources actuelles de l'entreprise. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi les ressources humaines. Est-ce que j'ai les gens qui peuvent s'en occuper? Qui va être concerné par ça? À qui dois-je donner les rênes de cette opération-là? C'est quoi mes projets en cours ou à venir qui pourraient avoir une influence sur les travaux que je dois faire pour la loi? Il faut se poser la question. Et la quatrième chose à faire, c'est de faire une cartographie. C'est de savoir exactement, pour mes renseignements personnels, d'où ils viennent, où ils sont traités, où ils s'en vont, qui a accès à quoi, c'est quoi mes actifs concernés. Vous savez, les 5 W, dans le fond, qu'il y en a 8, là, c'est ça qu'il faut faire avec les renseignements personnels. Il faut aller chercher cette information-là. Pourquoi? Parce qu'on va savoir exactement où protéger quoi et on va éviter dans ces conditions-là de dépenser de l'argent là, à tout vent. On va faire des opérations chirurgicales directes là, vers les bons points. Moi, ce que je pense, c'est que le but ultime de la loi, là, c'est pas de respecter la loi, c'est d'améliorer sa posture de sécurité et de protection des données. Ça, c'est le but ultime. Quand on aura atteint ça, nonobstant la loi qui va arriver, là, ça n'aura plus d'importance. On va la respecter de toute façon. Puis il faut l'évaluer, cette posture-là. Puis il faut savoir où sont nos problèmes. Puis il faut utiliser des normes reconnues. Pas quelque chose qu'on a écrit sur le bord de la table, là, mais vraiment des normes officielles. Ça provient de ISO, ça provient du NIST. Là. Il faut les évaluer. Puis moi, je dis toujours à mes clients, s'il y avait juste 2 sujets à traiter en priorité en sécurité, à part la GRC, là, ça serait quoi? La première, ce serait un autre acronyme, la GIA. C'est quoi la GIA? La gestion des identités et des accès. Parce que sans accès aux données, on ne peut rien faire. Puis la deuxième chose, c'est la gestion des réseaux et télécoms. Parce que sans infrastructure, il n'y a pas moyen d'y loger nos données, puis pas moyen d'y accéder non plus. Donc, moi, je dis ici qu'on doit revoir en priorité ces 2 éléments-là. Puis quand on parle de GIA, je parle ici de relation avec l'humain, là. Puis l'humain, c'est quoi? C'est ses droits, puis surtout ses obligations. Puis toujours avoir les 4 principes en tête. Le principe de quoi? C'est le besoin de connaître, le besoin d'utiliser, avoir une ségrégation des tâches
puis avoir le privilège minimal. Quand on a ça en tête et qu'on attribue les droits et les accès versus ces 4 principes-là, là, on ne peut pas se tromper. Lucie, Régent a parlé un peu de l'humain, il parlait aussi des W en français, c'est les qui, quoi, comment, pourquoi. Ouais. Est-ce que ça s'applique aussi en gestion du changement? Bien, absolument. Dans tout ce que Régent dit, il y a toujours, c'est pour ça qu'on dit que la gestion du changement est en parallèle, mais elle est de pair avec l'organisation du projet parce que tout du long qu'on regarde quels sont nos systèmes, nos actifs, on regarde en même temps qui fait quoi, qui a quel rôle, qui touche à quoi, qui travaille dans quel système. Donc, le qui est toujours rattaché à tout ça. Donc, ça nous fait vraiment un portrait de l'organisation. Vous devez savoir chez vous, bien, vous le savez sûrement, j'ai combien d'employés, ils font quoi, ils sont dans quelle équipe, cette équipe-là est-tu plus à risque que l'autre? Parce que ce grand projet-là, ces projets-là, quand il arrive une conformité comme ça, c'est vraiment une question de gestion de risque. Où est-ce que je suis le plus à risque? Parce que quand on se demande, je commence par où? Bien, quand tu as fait ta cartographie, tu sais qui travaille où, dans quoi, tu es capable d'analyser après puis de dire, OK, mes risques ici sont plus importants pour telle raison, donc peut-être que c'est là que vous voulez commencer. Donc, ça, là, c'est la partie humaine de la loi. Qui, dans mon organisation, fait quoi et a quelle responsabilité pour les amener aussi, quand on saura c'est quoi les changements, les amener à embarquer dans le changement, à changer ses habitudes, changer son comportement pour faire la bonne chose au bon moment ou pour s'assurer d'éviter de tomber dans un piège qui mettrait à risque la réputation de votre entreprise. Donc, Lucie et Régent, si on veut être concret dans les 6 prochains mois, basé sur votre expérience, qu'est-ce que vous recommandez de mettre en place? Et je rattache avec ça une question dans le Q&A. Est-ce qu'il existe des programmes pour aider les organisations, dont les OBNL? Des programmes qui vont tout faire, qui vont s'adapter à tout le monde, pas vraiment. Il y a des grands principes de base. Moi, ce que je vous dis, c'est que dans les 6 prochains mois, là, c'est tard, là, c'est demain, là. Septembre 2023, c'est demain. Alors, il vous manque de temps. S'il vous manque de temps, c'est quoi qu'il faut faire? Le 80-20. Donc, régler 20 des problèmes qui vont amener 80 de votre risque. Il faut développer vos aptitudes en gestion de risque. Il faut implanter ce qui est important pour la personne, le consentement, rendre les données anonymes. Et ce qui est primordial, et je le répète, c'est qu'il faut implanter ce qui est important pour la personne en premier et non pas pour l'entreprise. Il faut agir en bon père de famille. Il faut avoir un plan pour régler tout ça. Pour se dire, OK, je ne serai pas prêt à temps parce que je n'ai pas les ressources, etc., mais au moins j'ai un plan pour le faire. Il faut assurer aussi, puis ça, Lucie en a parlé, de former les employés. Il faut savoir c'est quoi le pourquoi de la loi. Il faut comprendre le changement de paradigme. Il faut avoir en tête aussi que les amendes, les pénalités, ce n'est pas le but ultime de la loi. Il faut connaître l'état de notre situation d'entreprise. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il ne faut pas dire, ah, tout va bien. Non, 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 évaluez-le. Puis si ça va mal, il faut le dire, il faut que la direction le sache, puis il faut que les employés le sachent aussi, parce qu'ils vont devoir régler ces problèmes-là. Il faut adopter les priorités d'entreprise en vertu du respect de la loi. Revoyez vos priorités. Ajoutez le risque de confidentialité dans votre grille de seuil d'impact d'entreprise. Puis pensez à tous les autres impacts qui pourraient avoir une fuite de données, pas juste les pénalités gouvernementales, là, la réputation, la perte de clients. Imaginez, là, vous avez monté une entreprise toute votre vie, puis votre réputation va être détruite par une mauvaise évaluation du risque de votre part. Ça serait extrêmement choquant. Puis j'ai l'habitude de dire, vous voyez, je suis toujours terre à terre, là, que c'est une image, la sécurité, c'est constitué de 5 de processus, 5 d'outils, 90 l'humain. L'humain, c'est la porte d'entrée de presque tous les risques de sécurité. Puis, comment que vous pouvez vous préoccuper de cet humain-là? Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour diminuer ce risque-là? Bien, ça dépend. C'est différent de firme à firme. On ne peut pas avoir de plan global. Mais le point central, c'est toujours la confiance envers l'entreprise, qu'on dirige, et la prise de responsabilité de cette entreprise-là. Lucie, gestion du changement, on parle de l'humain, on parle aussi de réputation. Hein? La réputation, c'est important pour une entreprise. On peut tout perdre sur une réputation. Comment la gestion du changement peut aider au cours des 6 prochains mois? Comment on peut mettre tout ça en place? Bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, dès que vous retournez chez vous, vous parlez à votre PDG, vous lui dites, OK, il faut s'en occuper. On va sensibiliser notre monde, on va parler, on va communiquer, on va informer qu'il y a des changements qui s'en viennent, puis qu'on ne sait pas encore tout.
on va avancer là-dedans, tout le monde ensemble dans l'organisation, mais sachez qu'un renseignement personnel, aujourd'hui, il faut lui accorder une importance, c'est de la plus haute importance, donc préoccupez-vous de ça. Si vous ne savez pas c'est quoi, on va ensemble trouver à identifier sont où nos renseignements personnels. Donc déjà de sensibiliser, d'en parler, de dire qu'il faut faire des choses puis qu'on va prioriser parce qu'on ne peut pas tout faire, mais que pour bien faire les choses, tout le monde dans votre organisation doit savoir qu'il se passe quelque chose en renseignement personnel, en protection de renseignement personnel, puis qu'on va entamer des travaux, puis qu'on va vous tenir informé. Puis que si, quand vous êtes devant une situation où vous ne savez pas, au lieu de réagir, faites un arrêt sur image, tournez-vous, trouvez le responsable, votre gestionnaire qui est toujours la première personne à qui parler de toute façon, puis venez lui poser la question, écoute, je ne suis pas certaine de ça ici, je ne suis pas certain. Puis là, vous allez pouvoir faire avancer votre dossier et dire, oh, au moins, je n'ai pas fait un bris de confidentialité ou quelque chose comme ça. Mais c'est certain qu'il est possible que vos employés n'aient pas ce réflexe-là. Donc, c'est à vous d'aller chercher, comme je vous dis, il y a beaucoup de matériel gratuit, d'aller chercher des trucs et astuces, des petits hints pour faire circuler dans votre organisation puis dire aux gens, ce mois-ci, pour dire quelque chose, on fait attention à telle affaire, tout le monde, on se préoccupe de ça, puis vous choisissez vos thématiques. Donc, d'en parler, pendant qu'en parallèle, vous bâtissez le plan pour amener vos changements, ça fait que les gens demeurent sensibilisés, demeurent plus alertes, puis vont faire plus attention parce que vous continuez d'en parler. Si vous l'annoncez une fois au mois de janvier, puis vous revenez au mois de septembre, vous dites, bon, bien, ça va, les changements, les implantes, ça ne vaut rien. Même si, quand vous leur dites, vous n'êtes pas capable de dire à vos employés, aujourd'hui, ce que ça change dans ta vie, c'est ABC, il faut leur dire, on ne peut pas vous dire tout de suite ce que ça change, mais préoccupez-vous de cette protection-là. Puis si vous avez des doutes, faites appel à votre gestionnaire. Puis en équipe de gestion, mettez-vous un plan pour gérer ces questions-là qui vont arriver. Lucie, vous parliez de programmes d'aide. Est-ce qu'il y a des logiciels et régents aussi qui peuvent aider, qui peuvent amener un certain levier, puis assurer derrière une certaine structure pour les organisations? Je vais laisser Régent prendre un petit bout sur la partie logicielle. Là, on est un peu pointu parce que moi, le seul que je pourrais vous parler, c'est qu'il y a des solutions pour les formations en sécurité. Ça existe des compagnies qui vous fournissent des modules de formation pour aider vos gens à mieux comprendre les comportements adoptés en sécurité de l'information. Mais pour tout le reste, Régent, je te passe la parole. Okay. Je suis toujours gêné de parler des outils. Pourquoi? Parce que pour moi, un outil en informatique, c'est l'étape 542, quand on est rendu à l'étape 5. Un outil, pour moi, ça sert à automatiser ou à faciliter la tâche pour des choses qu'on fait déjà. Des choses sur lesquelles on est confiant qu'on est capable de faire à tous les jours, que c'est dans nos manières de faire, etc. Là, on va aller chercher un outil et on va l'utiliser pour pouvoir automatiser ou favoriser une meilleure utilisation du temps. Donc, oui, il existe plein d'outils, mais ça dépend c'est quoi votre problème. Vous avez peut-être un problème strictement de dire, bon, ben moi, je ne suis pas capable de déclarer les incidents parce que je ne suis pas capable de savoir s'il y a eu un incident ou pas. Ben, ça veut dire qu'il faut avoir des logiciels qui vont vérifier votre réseau, votre pare-feu, etc. Donc, il existe plein d'outils, mais il faut avoir des experts là, qui vont venir vous dire, bon, il faudrait peut-être cet outil-là qui pourrait vous aider. Mais il n'existe pas en tant que tel un outil qui dit, voici mon outil, je vais m'en servir pour être conforme à la loi. Ça n'existe pas. Il y a une question intéressante. Connaissez-vous, parce que vous êtes souvent en mandat auprès de différentes organisations, êtes-vous au fait qu'il y a des aides financières pour aider certaines organisations à se faire accompagner? Moi, je n'ai pas cette information-là, je suis désolée, puis je n'ai pas pensé d'aller la chercher avant de la préparer. Bonne question. On n'a pas cette réponse-là. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour le Q&A. Moi, je serais tentée, on a parlé de beaucoup de choses au cours des 30 dernières minutes. S'il y avait une seule chose que l'on devrait se rappeler pour débuter tout le processus, que ce soit gouvernance des données et ou gestion du changement, quelle serait-elle? Ben, moi, du point de vue humain, c'est qui êtes-vous? Qui fait partie de votre organisation? Quelles sont les personnes chez vous qui font quoi? Quelles sont vos équipes? Ça, c'est le premier portrait, le portrait humain chez vous. Vous faites quoi?
vous êtes organisé comment pour après ça aller attacher toute la partie que Régent a parlé. Ensuite, comment vous travaillez. J'ai vu dans le Q&A qu'il y a quelqu'un qui demandait c'est quoi les 8 W? Là? Les 8 W, c'est quand on veut savoir comment fonctionne quelque chose, on demande un pourquoi. Pourquoi tu fais telle affaire? La personne répond. Sur sa réponse, on va dire mais pourquoi tu fais ça? Donc, les 8 pourquoi, c'est ça que ça veut dire. On descend, on gratte pour savoir pourquoi. Moi, je fais telle affaire et puis je fais ça tous les jours. OK, pourquoi tu fais ça? Telle raison, cette raison-là. Donc, ça nous aide à mieux comprendre vraiment les gens, mais qu'est-ce qu'ils font réellement avec ce qu'ils ont entre les mains comme outil de travail et comme information. Et Régent? Oui. Moi, j'aurais tendance à dire que, et ça va dépasser le cadre de la loi, ça va dépasser le cadre des renseignements personnels, c'est l'approche par la gestion du risque. Quels sont les actifs informationnels que vous avez qui posent le plus de risques aux renseignements personnels, ou vos renseignements confidentiels d'entreprise, là, ça dépasse tout ça. Alors, c'est quoi vos actifs qui contiennent des identifications personnelles, des références de pièces d'identité, des photocopies de permis de conduire, des références financières, des données médicales, etc. Quels sont les actifs qui contiennent un historique des renseignements personnels ou des renseignements confidentiels que vous avez dans votre entreprise? Il y a combien d'usagers qui ont accès à ces renseignements personnels-là? C'est quoi le volume que vous traitez, etc.? En ayant toutes ces informations-là, vous allez être en mesure de déterminer, voici mon risque. Et quand on connaît le risque qu'on doit mitiger ou réduire, ben c'est là qu'on est capable d'apporter les bonnes solutions et de s'équiper des bons outils là, dans ces conditions-là. On a parlé beaucoup d'outils. Il y a une question très intéressante dans le Q&A. Est-ce qu'on a des suggestions de formules de formation? Par exemple, je sais, Lucie, que vous en avez quelques-unes en main et qui peut donner des pistes là, pour aider les organisations rapidement. Ben, écoutez, peut-être qu'après coup, on peut partager les liens. Je ne sais pas comment, on demandera à Nadia et à ses collègues de vous partager des liens de référence parce que je ne voudrais pas donner une visibilité à une compagnie plus qu'à une autre, mais celle que je suis au fait, je peux vous partager les liens après, vous irez voir si ça vous plaît ou pas. Donc, j'en connais pas tant que ça parce que nous, à CGI, quand même, on a notre propre organisation de formation à l'interne. Nos formations sont montées par nous. Par contre, mes clients pour qui je travaille, je vois bien qu'ils travaillent avec des fournisseurs. Donc, c'est peut-être de ce côté-là que je pourrais vous partager l'information que j'aurais, mais je serais plus à l'aise de le partager par écrit après coup pour ceux qui voudraient l'avoir. Puis, vous partirez avec la référence pour l'utiliser au moment qui vous conviendra. Donc, il en existe. Alors, n'hésitez pas. on va faire suite à la question post-webinaire. Régent, de votre côté? Oui, il existe des formations. Il existe beaucoup d'associations professionnelles. Exemple, ISACA qui a des certifications. Et oui, des certifications pour aller chercher et d'ajouter quelques lettres de noblesse là, sur sa carte de visite. Donc, être CISA ou des choses comme ça. Il existe aussi d'autres formations qui sont disponibles, qui sont reliées directement à la capacité des entreprises pour pouvoir gérer leur renseignement personnel. Donc, soit pour gérer des programmes ou soit pour devenir un expert là-dedans. Alors, moi, j'invite toujours les entreprises qui ont des gens en sécurité ou légal ou quelque chose comme ça, d'aller chercher ce genre de formation-là. Puis ça, on peut explorer avec eux quel genre de formation qu'ils devraient aller chercher pour pouvoir prendre en charge la gouvernance, le risque, la conformité, etc., à l'intérieur de l'entreprise, plutôt que ça soit toujours fait à partir de l'externe. C'est important de le faire à l'interne et d'appeler des firmes comme nous autres pour aller chercher des points précis ou pour s'améliorer. Là, c'est le fun de travailler dans ces conditions-là. Excellent. Puis quand on parle de conditions, les dates et grands jalons à rencontrer d'ici le 24 septembre 2024, quels sont-ils? Ben, c'est le mois de septembre 2023, c'est le prochain jalon. Et ça, c'est pas loin, c'est dans 10 mois. 10 mois en incluant les vacances, les fêtes, etc. Là, c'est demain matin. Commencez tout de suite. Une question parmi l'audience, est-ce que cette loi exclut certaines entreprises? D'entrée de jeu, on a dit qu'elle incluait toutes les entreprises. Est-ce qu'il y a des exclusions, des fine print en bon français? OK, on ne donnera pas d'avis légal, premièrement, mais il faut se dire quand même que la loi 25 s'adresse, bon,
La loi 25 est là parce que on est une province et la province fait partie du Canada. Le Canada a déjà des lois pour la protection des renseignements personnels. Il y en a une autre qui est en chemin là, qui s'aligne pas mal sur la loi 25, c'est le C-17, mais il y a déjà une loi là-dessus. Donc, par défaut, dans une province, c'est la loi fédérale qui s'applique, sauf si la province a une loi provinciale. Et cette loi provinciale-là s'applique où? À des entreprises ayant une charte provinciale. Les entreprises ayant une charte fédérale, c'est pas mal moins clair. Donc, les entreprises de transport aérien, les banques, ce genre de choses-là, c'est pas mal moins clair. Mais lorsqu'on regarde qu'est-ce qu'il existe présentement avec le PIPEDA au Canada versus la loi 25, on est bien mieux de se rendre conforme à la loi 25 en sachant que lorsque le C-17 va devenir une loi, ça va être beaucoup plus facile. Donc, dans ces conditions-là, oui, on peut dire, oui, on est exclu, mais si vous êtes exclu, là, vous allez vous faire attraper là, dans pas longtemps. Commencez donc tout de suite, de toute façon. Merci, Régent. Puis, dernière question, Lucie, concrètement, qui sont les personnes dans l'entreprise qui doivent avoir accès aux renseignements personnels et confidentiels? Est-ce que ces personnes, est-ce que ça devrait être qu'une seule personne? Est-ce que le nombre de personnes devrait être limité pour assurer une bonne gouvernance? Mais surtout aussi, on l'a dit, c'est souvent l'humain derrière qui est la source principale. Donc, est-ce qu'on devrait limiter cet accès-là à un certain groupe de gens? Écoutez, je vais juste introduire et laisser Régent répéter ce qu'il a dit tout à l'heure, parce que qui a le droit d'avoir accès dans le cadre de son travail à des renseignements personnels? Il y a 4 ou 5 principes que Régent a dit par cœur, je ne les connais pas par cœur, mais il y en a 4. Alors, Régent, tu peux les répéter et c'est ce qui va déterminer si vous avez 1, 2, 10 ou 25 personnes qui ont le droit de faire le travail, de travailler avec ce qu'ils ont entre les mains. Donc, je te laisse répéter les 4 éléments. Bon, OK, il y a un 5e principe. Le cinquième, là, je vais en parler tout de suite, là, c'est que moins 4 personnes qui ont accès aux renseignements, ben, plus c'est facile. De la même façon que moins qu'on a de renseignements, ben, plus c'est facile de les protéger. Bon, ça, c'est mon principe numéro 0. Bon, là, il y en a 4. Le besoin de connaître. C'est quoi le besoin de connaître? Est-ce que l'employé qui travaille sur ce renseignement personnel-là a besoin de connaître ce renseignement personnel-là? S'il n'y en a pas besoin, pas besoin d'avoir accès. S'il y a besoin dans le cadre de son travail de le faire, allons-y. Ben, dans le cadre de son travail, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle le 2e principe, qui est le besoin d'utiliser. Est-ce que la personne derrière son écran ou derrière le papier a besoin d'utiliser ce renseignement personnel-là? Oui ou non? La 3e, c'est la ségrégation des tâches, qui est un petit peu mal comprise. La ségrégation des tâches, c'est quoi? C'est que je ne peux pas être juge et partie en même temps. Je ne peux pas faire quelque chose qui, en même temps, je vais m'évaluer pour ça. Donc, il faut toujours qu'il y ait une ségrégation de tâches au point de vue des identités, pas des identités, mais des accès, pour qu'une personne ne puisse pas faire 2 choses qui seraient contraires à ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir parfois 2 ou 3 personnes qui vont avoir accès. Et l'autre, c'est le privilège minimal. C'est bien beau de dire, ben oui, j'ai besoin de connaître les renseignements personnels, puis j'ai besoin d'utiliser les renseignements personnels. Ben, je vais te donner le minimum de privilèges possible sur la visualisation, l'utilisation, etc., pour que tu puisses faire ta job. Le restant, non, tu ne l'auras pas. Merci du rappel, Régent. Puis je disais tout à l'heure que c'est une dernière question, mais j'avais tout faux. Il y en a plusieurs qui se sont rajoutés. Puis je vous remercie. Merci beaucoup tout le monde de la participation. On va y aller une par une parce que c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. C'est vraiment pour une discussion puis pour répondre ou en tout cas tenter de répondre à la plupart des questions. Donc, il y a une dame qui nous demande est-ce que la loi s'applique aux organisations à but non lucratif, aux organismes à but non lucratif? Régent fait signe que oui. Et est-ce qu'il va y avoir des changements dans les assurances? Hein? Parce qu'on parle de pénalité, on ne veut pas apeurer personne, mais ça veut quand même dire qu'il y a un risque, il y a un certain risque aussi derrière cette loi-là. Oui, il existe des assurances pour ça. Ouais. C'est pas la chose que je suggère parce que c'est la béquille. C'est quelque chose qui va remplacer les actions qu'on devrait faire nous autres mêmes. Si je ne vais pas me construire, par exemple, là, dans une zone inondable, ben, j'aurais pas besoin d'avoir une assurance contre les inondations. C'est le principe de base. Donc, si vous avez besoin d'une assurance pour protéger vos renseignements personnels, la première question à se poser, c'est de dire, comment je peux faire pour
protéger ses renseignements personnels-là et ne plus avoir besoin de l'assurance ça, c'est une dépense, c'est pas un investissement. Et aussi, le volet d'assurance, si je peux ajouter, comment dire ça? Dégage pas la responsabilité. Oui, ça ne dégage pas la responsabilité, mais si jamais il y a un bris de confidentialité et que ça se sait, bien, c'est votre réputation qui va en prendre, qui va manger sa claque, comme on dit. Donc, oui, c'est bien d'avoir une assurance pour aider à pallier s'il arrive un incident, mais après ça, le tort que ça vous a fait, vous savez, une réputation, c'est pas facile à construire, mais ça se perd facilement. Donc, il y a ça à envisager aussi dans votre plan. Il n'y a pas d'assurance pour récupérer une réputation. Non, il faut rebâtir, oui. Ouais. Voilà. Alors, autre question, est-ce qu'on peut donner un exemple concret de protection de données comme info sur un contrat d'embauche? Après l'embauche, qu'est-ce qu'on fait avec ce contrat? Je laisserai Jean. Okay. C'est trop pointu pour moi. OK. C'est une excellente question. Excellente question. La première chose à faire, là, c'est de ne pas le garder en papier, parce que ça, c'est facile à perdre, c'est facile de photocopier, etc. Donc, le scanner. Le scanner, ça veut dire d'avoir, le numériser, pardon, français, le numériser et de l'avoir sous format électronique. Et ce format électronique-là, le protéger avec des mots de passe, le chiffrer, le mettre dans des endroits où il va y avoir seulement certaines personnes qui vont y avoir accès. Donc, on parle encore de GIA, gestion d'identité et des accès. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'il faut faire. Avoir le moins de papier possible. Devenir paperless. C'est un objectif, là. Bon, c'est pas juste pour aider les entreprises qui font de l'informatique, là. C'est aussi pour la facilité dans laquelle on va bouger là-dedans. Quand on a des dossiers, etc., là, c'est tellement facile de les perdre. Donc, d'avoir quelque chose qui est complètement électronique et il faut le chiffrer et puis il faut limiter les accès, etc. Puis ça amène en fait un questionnement parce que de plus en plus, avec le télétravail, avec la pandémie, on fait des embauches à distance. Quand on n'a pas un logiciel, un progiciel, SI, un progiciel pour les ressources humaines, qu'est-ce qu'on fait? Comment on devrait manipuler cette donnée-là? Ben, les ressources humaines vont recevoir par courriel, généralement. Mais quand on n'a pas d'équipe de ressources humaines, qu'est-ce qu'on fait? Il faut être sensibilisé que le fait qu'on a des renseignements personnels qui rentrent par courriel, oui, parce que c'est ça notre moyen, il faut tout de suite prendre des précautions pour justement la protection de ces courriels-là, de la façon dont on gère nos courriels, parce que notre faiblesse, elle est là, elle est clairement identifiée. Donc, entre autres. Je pourrais rajouter quelque chose. C'est que tout ça, là, c'est un changement de paradigme. Les informations personnelles, les renseignements personnels qu'une entreprise a, elle n'est pas propriétaire de cette information-là. Elle est le gardien de l'information de quelqu'un d'autre. Et elle se doit de protéger cette information-là comme si c'était la sienne. Non pas comme propriétaire, mais comme gardien. Et ça, c'est un changement de paradigme que les entreprises ne sont pas habituées. Ah, je vais prendre des renseignements, je vais les mettre dans ma base de données, je vais les utiliser, etc. C'est plus le même, là. La loi vous dit, là, c'est plus comme ça, il faut que ça marche, là. Changez votre façon de penser, retournez la situation de base. Et c'est pour ça que l'humain, c'est important. Donc, la personne qui va recevoir ces informations-là doit se dire, oups, j'ai des renseignements personnels, je dois tout faire pour protéger cette information-là. Puis là, il y a des politiques, bureaux propres, etc. Donc, il faut s'assurer qu'on va le protéger. On parle de politique, on parle de bureaux propres, on parle d'équipes, on a parlé de différents modèles d'organisation. Qu'en est-il pour les travailleurs autonomes? C'est le même principe, un travailleur autonome à sa propre entreprise. Donc, oui, il n'y aura pas une politique qui va être distribuée à tout le monde, juste à soi-même, mais il faut quand même avoir ses propres principes, sa propre politique, ses propres procédures pour pouvoir faire toujours de la même façon et pour pouvoir protéger les renseignements personnels et appliquer aussi la GIA dans ces conditions-là directement à soi. Donc, gérer sa propre identité, son propre accès aux renseignements personnels et d'essayer dans ces conditions-là d'en avoir le moins possible. Puis, je vais vous donner un exemple. On travaille avec plein d'entreprises. Ben, aujourd'hui, là, des documents qu'on s'envoie par courriel, il y en a à peu près plus, là. Donc, moi, ce que j'ai de faire au point de vue de sécurité, c'est de dire, je travaille avec vous, une entreprise,
donnez-moi accès à une portion de votre SharePoint ou etc. Et on va mettre les documents là-dedans. Ils vont être chez vous, ils vont être protégés. Et moi, quand je vais les utiliser, que je vais les modifier, je vais les utiliser à partir de votre site à vous. Donc, j'en aurai pas de copie sur mon ordinateur personnel ou l'ordinateur de l'entreprise. Donc, ils vont être encore pas mal mieux protégés parce qu'ils vont savoir que, Régent, il a accédé à ce document-là dimanche soir à 2h43. Bon, c'est plutôt dimanche matin, là, à 2h43. Donc, ils vont savoir exactement qui a fait quoi là-dessus. Mm-hmm. Et ça, c'est pas mal plus le fun pour sécuriser la documentation, ce genre de choses-là, par rapport à l'autre chose. C'est sûr, quand vraiment des très belles. Oui, allez-y. Par rapport à ce que tu dis, Marc-Claude, pour aider les gens, là, les travailleurs autonomes, les OBNL, vous savez, vous allez nous dire, on n'a pas le choix, il faut en avoir des renseignements personnels pour faire affaire avec un citoyen, un client. À un moment donné, on a peut-être besoin de son numéro d'assurance sociale. Bien, ne serait-ce que ce numéro d'assurance sociale-là, si vous l'envoie de façon ouverte dans le courriel, comme ça, pas dans un document avec un mot de passe, déjà là, on est à risque parce que vous ne savez pas si ce courriel-là ne se ramassera pas ailleurs ou s'il n'y a pas une erreur d'envoi, si la personne se trompe quand elle écrit votre adresse. Donc, tout ça, ça fait partie des comportements à changer. Puis, si vous en avez vraiment besoin, vous appelez la personne, vous lui parlez, vous le prenez en note, vous confirmez. Aujourd'hui, il existe plusieurs doubles façons de confirmer une information. Vous le savez, avec les doubles identités, avec la vérification de l'identité, je veux dire pas les doubles identités, mais la vérification en double de l'identité, ça se fait par texto ou ça se fait au téléphone un bout puis un bout par écrit pour que l'information ne soit jamais visible comme ça, transparente facilement. Ça fait partie des choses aussi qu'on apprend et qu'on parle dans les formations de base en sécurité de l'information. J'aimerais ajouter de l'eau au moulin de Lucie, si vous permettez. Quand on reçoit une information, un renseignement personnel par courriel qu'on ne devrait pas recevoir, etc., moi, j'ai maintenant la tendance de dire, je vais informer la personne qui m'a envoyé ce courriel-là en lui disant, by the way, tu m'as envoyé quelque chose qui est extrêmement sensible, je suis mal à l'aise de le prendre, on va trouver une autre façon de communiquer ensemble. Donc, en même temps, on forme la personne à l'autre bout du courriel, là. C'est pas de la bonne façon de faire. Mais en plus, on démontre à cette personne-là, qui est la majorité du temps notre client, qu'on fait attention à son propre renseignement. Et là, la confiance va être accrue du client par rapport à la personne, à l'entrepreneur. Et ça, c'est un bel argument de vente. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que cette loi-là, elle est là pour nous protéger également. On est citoyens. Oui. Donc, c'est une loi aussi pour nous protéger, nous. Une autre belle question dans notre Q&A, on parle d'informations personnelles, mais est-ce que les informations à propos de d'autres entreprises sont aussi couvertes par la loi 25? On parle de renseignement personnel. Puis encore une fois, ce n'est pas un avis juridique, là, mais on parle de renseignement personnel. Parfait. Excellent. Toutefois, en sécurité de l'information. Oui. Toutefois, si l'autre entreprise, exemple, est un travailleur autonome et qui donne son numéro d'assurance sociale pour une raison XYZ, ben ça devient un renseignement personnel. Il faut faire attention. Oui. Et bien des fois aussi, et ça peut aller très loin, là, le nom d'une personne avec son code postal, dans certaines situations, pourrait être considéré comme un renseignement personnel. Exemple, moi où je demeure, il y a une dizaine d'années, j'étais tout seul avec ce code postal-là. Bon, maintenant, on est 4-5, mais j'étais tout seul. Donc, juste en donnant mon code postal, on était capable de savoir, un Régent, il reste à tel endroit, puis bon, etc. Donc, il y a aussi ça, là. À faire attention, donc. Écoutez, je vous remercie beaucoup, puis je remercie aussi les participants. Vous avez été très actifs, c'est excellent. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute active puis d'avoir participé à cette discussion-là. Ce ne sera pas terminé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter Lucie ou Régent. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et je vous cède la parole, Nadia. Merci de nous avoir invités pour ce webinaire. Bien, merci à vous trois, Marie-Claude, Lucie et Régent, pour cette discussion clairement très intéressante pour plusieurs. Effectivement, s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues, nous allons les répondre par courriel, dans le courriel de remerciement. Et nous allons aussi inclure les liens dont vous avez parlé tantôt. Je vous remercie aussi à tous les participants, en fait, d'être avec nous ce matin en grand nombre. On se retrouve le 16 novembre prochain au Centre Sheraton Montréal pour le déjeuner causerie CGI avec Mme Patricia Gauthier, présidente directrice générale de Moderna Canada. Bonne journée à vous tous. Merci encore.
Au revoir. Merci.